Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en très très bonne santé. Avant de commencer, je tiens d'abord à vous présenter toutes mes excuses pour mon retard. Je sais que j'ai beaucoup tardé et que vous attendez la suite de l'étude d'Antigone, notre tragédie moderne de Jean Anouilh. Alors, je vais vous la présenter aujourd'hui, Inch'Allah. Alors, j'espère que vous allez bien, comme j'ai déjà dit. Nous allons voir l'évolution de la confrontation entre Antigone et Créon. Donc, j'arrive à la confrontation entre ces deux personnages, celle qui est la plus importante dans la pièce. Et euh, alors nous allons voir comment Créon va essayer de dissuader Antigone de son projet d'enterrer son frère, tout simplement pour la sauver, pour lui éviter la mort. Alors avant de passer à l'étude du passage, je tiens d'abord à vous prévenir qu'il est quand même un peu long. C'est pour ça que cette vidéo sera divisée en trois parties. D'accord. Alors voici la première partie de la vidéo et je vous laisse avec la situation du passage. Alors nous arrivons à la situation du passage, mais avant de passer à cette situation-là, donc je tiens à rappeler que dans les vidéos précédentes, nous avons vu la rupture entre Antigone et son fiancé Aimon, qui s'est passée dans des circonstances quand même assez pathétiques et qui ont laissé Antigone dans un triste état. Donc juste après cette scène-là, va entrer Ismène. Et Ismène va tenter de dissuader sa sœur pour une deuxième fois d'aller enterrer leur frère. Alors celle-ci, Antigone, va lui avouer qu'elle était déjà passée à l'action. Donc on sait qu'elle était sortie le matin très tôt, vers 4 heures du matin. Alors cette sortie-là, on apprend dans cette scène qu'Antigone était allée pour enterrer son frère. Donc Ismène va sortir et sur scène, Ismène et Antigone, toutes les deux vont sortir de la scène. Ismène pour aller dans sa chambre et Antigone, bien sûr, pour aller enterrer son frère pour une deuxième fois. Donc, sur la scène apparaît Créon avec un garde. Donc, ce garde-là vient annoncer à Créon que quelqu'un a fait tenter de couvrir de terre le corps de Polynice au moyen d'une petite pelle d'enfant. Bien sûr, les gardes ne savent pas encore que c'est Antigone. Ce qu'il dit à Créon, c'est que ils ont trouvé un pas léger, comme celui d'un enfant. Et là, Créon se met à réfléchir si ses ennemis n'avaient pas organisé un complot pour défier sa loi en envoyant un enfant enterrer, couvrir de terre le corps de Polynice. Donc le garde et Crayon vont sortir de scène et là va entrer le chœur. Donc le chœur c'est normalement, il devrait être présenté par plusieurs personnes qui représentent le peuple, mais ici il est incarné dans un seul personnage et ce chœur-là, qui ne fait pas partie de l'histoire, va annoncer le nœud de l'action et faire une comparaison entre le drame et la tragédie. Alors, dans le mécanisme de cette dernière, c'est-à-dire de la tragédie, il n'y a pas d'espoir, contrairement au drame. Donc, cette intervention du cœur constitue une pause dans l'action. D'accord. Alors, juste après la sortie du chœur, vont entrer pardon, les gardes avec Antigone que vous voyez sur la photo en bas assise par terre. Donc Antigone est arrêtée. Elle est ramenée au château par les gardes dont le chef la traite avec un certain mépris et il ne croit pas que c'est la fille, c'est la nièce du roi. Il est en train de l'insulter, de la torturer dans la représentation théâtrale que je vous invite vivement à aller voir. Alors, après va entrer Créon, d'accord. Et le garde va présenter l'accusé, Antigone, à Créon. Donc, pour éviter le scandale, ce dernier, c'est-à-dire Créon, va mettre les gardes au secret. Et juste après, il va les faire sortir, il va leur demander de sortir pour rester seul avec Antigone.
Donc là, nous voyons le face-à-face. Regardez, Antigone est face à Créon qui est en train de lui parler. Donc Créon demande à ses gardes de sortir, comme j'ai déjà dit. Il est seul avec Antigone et tente de la sauver de sa propre loi en la dissuadant de son projet d'enterrer son frère. Alors nous arrivons à l'analyse de la confrontation. Alors c'est vrai, comme j'ai déjà dit, le texte est assez lent. Regardez, alors le texte est là dans ce tableau. Donc dans ce tableau, vous avez le texte, la confrontation entre Créon et Antigone. Vous avez une partie pour l'analyse des répliques de Créon et une partie pour l'analyse des répliques de Antigone ou la réaction de Antigone. Alors généralement, le texte que nous nous proposons d'analyser est assez long et la confrontation entre Créon et Antigone va être divisée en 5 parties. D'accord? Regardez le texte et sa longueur. Voilà. Donc, si vous remarquez, les répliques de Créon sont les plus longues. Donc, ils peuvent s'étaler jusqu'à des tirades. D'accord? Je rappelle que la tirade, c'est une longue réplique. Regardez, le texte est quand même assez long, ce qui montre que la confrontation a duré un moment assez long, donc ça a pris du temps, quoique ce temps-là ne va pas aboutir à grand-chose parce que Antigone généralement va mourir, même si Créon essaye de la sauver, même si Créon essaye de la persuader par tous les moyens. Donc, vous voyez qu'on a, comme j'ai déjà dit, 5 parties. Une première partie qui sera la première tentative de Créon pour sauver Antigone. Alors, la deuxième partie sera, puisque la première tentative n'a pas abouti, donc il va y avoir une deuxième tentative. Et là, Créon va tenter de détruire les idéaux d'Antigone et d'imposer son autorité. Donc, les idéaux, c'est pluriel de idéal, c'est-à-dire tout ce qu'on considère parfait. Tout ce qu'on considère bien, parfait, mon idéal à moi, c'est-à-dire ce que je vois, tout ce qui, tout ce que je, tout ce qui serait bien pour moi, ce qui serait parfait pour moi, d'accord? Donc les idéaux d'Antigone, toutes les choses qu'elle considère parfaites, toutes les choses, les principes auxquels elle croit ou les exemples qu'elle suit dans sa vie. D'accord? Donc, il va essayer de détruire ces idéaux-là et d'imposer son autorité. Mais encore une fois, Antigone ne réagit pas, elle n'est pas vraiment complètement convaincue. Là, donc, on va avoir une troisième étape dans laquelle Créon va se justifier. D'accord? C'est-à-dire, il va justifier le fait de ne pas avoir enterré Polynice. Qu'est-ce qui a causé, qu'est-ce qui l'a poussé à faire ce qu'il a fait? Alors, ce qui va introduire un peu un débat entre Antigone et Créon sur le oui et le non. Le oui pour Créon qui est oui au pouvoir et le non pour Antigone, le non à la loi, le non aux contraintes. Donc, nous allons voir de toute façon cela en détail après. Donc, et nous avons encore une quatrième partie et c'est la dernière tentative de Créon pour sauver Antigone, vu que les autres étapes n'ont pas abouti, les autres moyens n'ont pas abouti, mais cette fois-ci, il va bizarrement arriver à convaincre Antigone. Antigone va finalement être convaincue par les arguments de Créon et c'est là où il va dévoiler quelques secrets de famille qui vont décourager Antigone. Mais comme nous savons déjà qu'Antigone est destinée à mourir, donc il va y avoir un déclic, il va y avoir quelque chose qui va redémarrer un peu l'action, redémarrer la révolte et l'entêtement d'Antigone. Et c'est ce qu'on va voir dans la dernière partie, dans la dernière étape du face-à-face, qui est un rebondissement de l'action, un relancement du débat et une condamnation finalement d'Antigone à la mort. Donc on va commencer par la première partie, on va revenir à la première partie.
Alors, la première partie du face-à-face, comme on a déjà dit, c'est la première tentative de Créon pour sauver Antigone. Donc, on voit que dans la didascalie, Créon et Antigone sont seuls l'un en face de l'autre. D'accord? Donc, ils sont seuls en face de l'autre, l'un en face de l'autre. Donc, il s'agit d'une confrontation, il s'agit d'un face-à-face. Donc, voilà, au début, le texte commence par des questions et des réponses simples par lesquelles Créon essaye de savoir si Antigone a été vue lorsqu'elle était en train d'enterrer son frère, sachant qu'elle est allée l'enterrer pour la deuxième fois. Et cette fois-ci, elle l'a enterré, elle a tenté de l'enterrer en plein jour, précisément vers midi. Et c'est là où elle a été arrêtée par les gardes. Avais-tu parlé de ton projet à quelqu'un? Non. As-tu rencontré quelqu'un sur ta route? Non, personne, etc. Donc Créon va tenter de sauver sa nièce en sacrifiant les gardes, c'est-à-dire en tuant les gardes qui s'avèrent être les seuls témoins de l'acte de Antigone. Et là, il lui dit, je ferai disparaître ces trois hommes. Quelle est la réaction d'Antigone? Antigone promet de recommencer, d'accord? Même s'il fait mourir les gardes, elle promet de recommencer et ainsi elle lance le défi de l'autorité, de la loi de Créon en face de lui. Elle n'a pas peur de son statut de roi, ni que ce soit son oncle, ni rien du tout. Elle lui dit, pourquoi? Puisque vous savez bien que je recommencerai. Alors là, il y a un silence. Vous allez voir dans la confrontation qu'il y a beaucoup de silence, c'est une caractéristique type de la tragédie. Un silence, il se regarde. Donc ce silence-là nous montre que Créon est conscient que l'argumentation ne sera pas facile, que le fait de convaincre Antigone ne sera pas facile parce qu'elle a un caractère révolté, un caractère obstiné. Elle a comme il a déjà dit, comme il va dire après, un sale caractère. Donc voilà, donc il va essayer de savoir quelles sont les raisons qui motivent son acte pour préparer sa stratégie argumentative. Donc pourquoi as-tu tenté d'enterrer ton frère? Et Antigone de lui répondre, je le devais. Donc Antigone, elle fait son acte par devoir. D'accord? Donc un devoir envers quoi? Donc Antigone défend son idéal religieux. D'accord? Donc le premier devoir, un devoir religieux, un idéal. C'est quoi l'idéal religieux pour elle? Qu'est-ce qui serait parfait? Qu'est-ce qui doit être fait? C'est toute personne qui meurt doit être enterrée. Et ça, c'est la loi de Dieu. C'est Dieu qui a dit que toute personne qui est morte doit être enterrée. Si une personne n'est pas enterrée, donc et là, c'est ce que explique Antigone après, doucement, elle va lui dire, ceux qu'on n'enterre pas errent éternellement sans jamais trouver de repos. Donc c'est comme un châtiment de Dieu envers les personnes qu'on n'enterre pas. D'accord? Et Antigone, elle ne veut pas que l'âme de son frère ne trouve pas le repos. Donc c'est pour ça qu'elle va faire ce devoir-là. Premièrement, c'est un devoir religieux. Donc là, Créon va essayer de salir l'image de son frère. C'était un révolté, et un traître, tu le savais. C'était la réponse d'Antigone, c'était mon frère. Donc là, quoi qu'il soit révolté ou qu'il soit traître, cela ne concerne pas Antigone. Antigone, ce qu'elle sait, c'est que c'est son frère. Donc c'est en plus du devoir religieux, c'est aussi un devoir fraternel, par amour, par fraternité envers Polynice. Donc Créon va maintenant essayer de rappeler et imposer sa loi, son autorité royale. Donc il lui dit, la loi est d'abord faite pour toi, Antigone. La loi est d'abord faite pour les filles des rois. Pourquoi il dit cela? Parce qu'il croit. Il croit qu'Antigone est en train d'utiliser sa position de princesse, son statut de fille d'Oedipe, de fiancée de Aimon, qui est en même temps le fils de Créon. Et c'est ce qu'il a dit ici. Tu as peut-être cru que d'être la fille d'Édipe, la fille de l'orgueil d'Édipe, c'était assez pour être au-dessus de la loi. Alors là,
Antigone va lui répondre qu'elle reconnaît la loi, elle connaît la loi, parce que Créon essaie de lui rappeler cette loi. Antigone sait la loi, elle connaît les conséquences de cette loi, mais elle la brave tout de même, c'est-à-dire qu'elle ne la respecte pas. Braver, c'est-à-dire ne pas respecter, aller au-delà de cette loi. Et là, c'est ce qui le prouve, c'est qu'elle dit, si j'avais été une servante, je serais sortie avec mon tablier pour aller enterrer mon frère. C'est-à-dire, ce n'est pas son statut de princesse qui la pousse à faire cela, mais c'est ça, son sentiment de fraternité, de devoir fraternel envers son frère. Aussi, quand elle dit j'étais certaine que vous me feriez mourir, au contraire, donc ça montre que Antigone n'a pas peur de la mort parce qu'elle est en train d'obéir à une loi divine et cette loi la pousse à aller au-delà de la peur de la mort et c'est ce qui fait d'elle un personnage tragique, une héroïne tragique, courageuse devant la mort et déterminée à accomplir son idéal. Donc ce qu'on peut comprendre, pour Antigone, le devoir fraternel et la loi divine est au-delà de toute loi humaine. Alors là, on comprend que Antigone n'est pas vraiment, n'a pas, ne réagit pas vraiment à l'autorité royale de Créon, même s'il essaye de la lui imposer. Là, Créon va regarder et Antigone, c'est comme pour comprendre un peu ce qui la motive. Et il va s'exclamer l'orgueil d'Oedipe. L'orgueil d'Oedipe, tu es l'orgueil d'Oedipe. Donc là, on comprend que Créon voit dans les yeux d'Antigone qu'elle est en train de suivre l'exemple de son père. Et il lui dit qu'elle est l'orgueil d'Oedipe. Pourquoi il lui dit qu'elle est l'orgueil d'Oedipe? Tu as dû penser que je te ferais mourir et cela te paraissait un dénouement tout naturel pour toi, orgueilleuse. Donc là, il fait allusion au caractère de tous les héros tragiques qui n'ont pas peur de la mort, qui vont au-delà, qui savent que leur mort sera, que leur fin sera pénible, en fait, sera mortelle. Et pourquoi il lui dit orgueilleuse? Pourquoi il lui dit orgueilleuse? Donc on va tout de suite après comprendre, l'humain vous gêne aux entournures dans la famille. Vous, c'est-à-dire toi et ton père. Il vous faut un tête-à-tête avec le destin et la mort. C'est comme si Édipe et sa fille Antigone ne se considèrent pas ou bien veulent dépasser l'être humain. D'accord? Dépasser l'être humain pour aller faire un face-à-face avec la mort et le destin. C'est comme s'il défie un peu la mort. Et ça, c'est une forme d'orgueil selon Créon. Donc là, Créon va tenter pardon, une nouvelle stratégie pour briser l'orgueil d'Antigone. Donc on voit ici qu'il y a une longue tirade par laquelle il va essayer de détruire cet héritage tragique. Donc première chose qu'il fait, il va remettre en question cet héritage tragique d'Antigone. Il a bien sûr rappelé cet héritage tragique dans la phrase pardon, tu as dû penser que je ne te ferais mourir et cela te paraissait un dénouement tout naturel pour toi, orgueilleuse, tout ce qu'on a déjà dit. Antigone se considère comme une héroïne tragique comme son père. Là, il va lui montrer que ce tragique-là, le tragique de son père, c'est-à-dire le destin tragique de son père, est un destin plutôt absurde. Par l'expression, quand il lui dit « Quel breuvage, hein, les mots qui vous condamnent ». Les mots qui vous condamnent. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Donc bien évidemment, on voit qu'il s'agit d'une personnification. Des mots qui condamnent une personne à mourir. Il fait allusion à la prédiction de l'oracle. La crédulité d'Édipe ou bien la naïveté d'Édipe l'a entraîné à sa perte, c'est-à-dire à sa mort. Quelle prédiction? La toute première prédiction par laquelle, quand bien sûr Oedipe était élevé en Corinthe, quand il est allé en Grèce, il a rencontré un oracle.
et cet oracle lui a dit qu'il allait tuer son père et se marier avec sa mère. Alors lui, il a automatiquement cru cette prédiction-là et pour fuir cette prédiction-là, pour fuir son destin, il a laissé Corinthe, laissé ses parents adoptifs croyant que c'était ses vrais parents, pour aller directement vers son destin, pour rencontrer son père, pour rencontrer son vrai père et le tuer par accident et finalement devenir le roi de Thèbes et bien sûr épouser sa mère sans savoir que c'était sa mère. Ainsi, la prédiction s'est réalisée. Donc là, en quoi se révèle la crédulité d'Oedipe? Ben, s'il n'avait pas écouté la première fois l'oracle, rien de cela ne serait arrivé. Tout cela aurait pu être évité. Il aurait vécu en Corinthe avec ses parents adoptifs et il aurait continué sa vie. Normalement, rien de tout cela ne serait arrivé. Mais Oedipe croit à l'oracle, aux prédictions, et c'est ainsi que ça a entraîné sa perte. C'est ainsi qu'il s'est crevé les yeux, qu'il a été tué par ses fils, etc. Donc, juste après, Créon va s'attaquer à l'image, ben, il commence déjà à s'attaquer à l'image d'Édipe, qui est en même temps le père et le modèle d'Antigone, l'exemple qu'elle suit dans sa vie, l'idéal qu'elle a dans sa vie à suivre. Donc là, il va lui montrer que ses origines sont des origines honteuses. Et là, c'est-à-dire des origines qui ne portent pas à être fier. Si tu es fier de ton origine ou de ton père, tu n'as pas à être fier. Pourquoi? Ben, il lui rappelle l'inceste commis par son père. Tuer votre père et coucher avec votre mère. Donc on voit ici qu'il y a un langage familier. Donc Édipe n'est pas un modèle à suivre. Oedipe a tué son père, il a commis un meurtre et il a couché avec sa mère, il a commis un inceste. Donc c'est pas un modèle à suivre. Donc il est en train de détruire l'orgueil d'Antigone et sa fierté d'appartenir à une famille, à un destin tragique. D'accord? Donc juste après ça, il va montrer aussi que son père est un père et un roi irresponsable. Et qu'est-ce qu'il dit? Et le plus simple après, c'est encore de se crever les yeux et d'aller mendier avec ses enfants sur les routes. Donc, rappelons que, pardon, Édipe, quand il a appris qu'il avait épousé sa mère, il s'est crevé les yeux. Donc, il était roi de Thèbes. Donc, en se crevant les yeux, il va en quelque sorte abandonner son royaume. Et pas seulement cela, il va abandonner son royaume et il va sortir mendier. Pas seul, mais avec ses enfants. En fait, ce ne sont pas tous ses enfants qui sont sortis avec lui, mais seulement Antigone. C'est pour ça qu'Antigone, elle est attachée à son père et elle est un peu en train de suivre son modèle. Donc là, pour Créon, il est en train de souligner que c'est un comportement qui est insensé et irresponsable pour un roi et un père. Un père ne devrait pas mêler son peuple un roi ne peut pas mêler son peuple à ses histoires personnelles. Il ne peut pas mêler ses enfants à ses problèmes personnels. Donc, et ça, c'est encore une destruction de l'image du père pour Antigone. Alors, juste après, ensuite, il va se proposer, lui, Créon, comme un modèle à suivre de sagesse, de modestie, de responsabilité. Alors, et ça, on le voit dans cette expression-là. Donc, puisque je suis roi, j'ai résolu avec moins d'ambition que ton père de m'employer tout simplement. Donc, on voit qu'il y a une modestie, simplement m'employer. C'est seulement un employé, un ouvrier, quelqu'un qui fait son travail à rendre l'ordre de ce monde un peu moins absurde, si c'est possible. Donc, si c'est possible pour souligner que c'est une tâche qui n'est pas facile. Ce n'est même pas une aventure. C'est un métier pour tous les jours et pas toujours drôle. Donc là encore, on a une litote qui veut dire qui n'est pas, qui est très sérieux, pas toujours drôle, c'est-à-dire très sérieux,
comme tous les métiers, mais puisque je suis là pour le faire, je vais le faire. Donc c'est une preuve de modestie, de sagesse et de responsabilité. Alors, les rois ont autre chose à faire que du pathétique personnel, ma petite fille. Donc là, on voit que le ton de Crayon va changer. Il va adopter un ton plutôt tendre, paternel. Il va aller, et là, ça se voit dans la didascalie. Il a été à elle, il lui prend le bras. On peut comprendre par ce geste qu'il s'agit d'un geste tendre, d'un père envers sa fille, d'un oncle envers sa nièce. Il la regarde souriant, donc encore un geste de sympathie. Il est en train d'utiliser un champ lexical de l'enfance, moineau, petite fille, la tendresse, je t'aime. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai fait cadeau de ta première poupée il n'y a pas si longtemps. Donc encore un geste de d'amour et de tendresse d'un oncle envers sa nièce, mais pour lui montrer aussi qu'elle est encore petite pour ces histoires d'adultes. Alors elle est encore jeune, elle a la vie devant elle, elle doit se marier, grossir un peu plus tôt pour faire un gros garçon à aimant. Donc elle a tout un avenir plein d'amour, plein de bonheur. Avec son fiancé, elle pourra avoir des enfants et vivre sa vie. Pourquoi se perdre dans une histoire dans une histoire tragique, absurde? Alors, voyons maintenant la réaction d'Antigone. Antigone ne répond pas. En fait, il n'y a aucune réaction. Elle va sortir, il l'arrête. Antigone, c'est par cette porte qu'on regagne ta chambre. Donc, et là, il y a un silence et qu'ils se regardent debout l'un en face de l'autre. Et Créon, Antigone lui dit finalement, il faut que j'aille enterrer mon frère, que ces hommes que ces hommes ont découvert. Donc on voit que Antigone est inébranlable face à toute cette longue stratégie dans cette tirade à détruire l'idéal tragique. Ça ne marche pas. La tentative de Crayon a échoué. Donc là, il va passer à la destruction de l'idéal religieux. Comment ça, l'idéal religieux? En lui montrant qu'il ne croit pas vraiment à cette loi de Dieu, mais avant, il va lui montrer que son geste est un geste absurde. Tu irais refaire ce geste absurde, même si tu parviens à le recouvrir encore. On dégagera son cadavre. Donc c'est pour lui rappeler que c'est un geste inutile. Même si elle recouvre le cadavre, les gardes de toute façon, ils vont enlever la terre encore une fois. Et là, Antigone, rien d'autre que cela je le sais, mais cela de moins je le peux, et il faut faire ce que l'on peut. Donc Antigone, elle dit à son oncle qu'elle doit faire ce qu'elle peut et c'est ainsi qu'elle affirme sa détermination et sa liberté. Et Créon va, comme on a déjà dit, va essayer de détruire cet idéal religieux en montrant que les rites funèbres sont hypocrites et absurdes. Tu y crois donc vraiment, toi, à cet enterrement dans les règles, à cette ombre de ton frère qui est condamné à errer toujours si on ne jette pas sur le cadavre un petit peu de terre avec la formule du prêtre? Donc il y a des questions rhétoriques par lesquelles Créon montre qu'il ne croit pas, lui, à ces rites funèbres et à ces discours de prêtres qui sont là dans un trémolo dans leur voix euh, pour montrer que pour accomplir des rites funèbres, ces rites funèbres pour lui sont des rites plutôt hypocrites. Tu l'auras déjà entendu la réciter, la formule. Tu as vu ces pauvres têtes d'employés fatigués, écourtant les gestes, bâclant ce mort pour en prendre un autre avant le repas de midi. Donc ces prêtres qui n'ont rien à faire avec ce corps de ce mort et font seulement leur métier. C'est pas par respect pour la dépouille de ce mort qu'ils font cela. Encore une fois, nous voyons qu'il emploie des périphrases métaphoriques
ce passeport dérisoire, c'est-à-dire inutile, ce bredouillage, c'est-à-dire c'est des expressions qu'on ne comprend pas en série sur sa dépouille, sur son corps, cette pantomime, c'est-à-dire comme une comédie dont tu aurais été la première à avoir honte et mal si on l'avait joué, c'est absurde. Alors là, Antigone, on voit elle reconnaît que c'est absurde. D'accord. Elle reconnaît que ça, c'est absurde. Donc, si en fait, elle reconnaît que les discours faits par les prêtres sur la dépouille des morts est absurde. Mais quand même, elle continue à croire qu'elle doit enterrer son frère. Donc, son acte devient, comme on a déjà dit, une affirmation de sa propre liberté. Elle est libre d'accomplir son devoir religieux envers son frère, son devoir fraternel. Là, elle avoue, Créon, on lui dit, si tu ne le fais pas, pourquoi fais-tu ce geste? Pour les autres, pour ceux qui y croient? Alors non, ni pour les autres, ni pour ton frère. Pour qui alors? Donc là, Antigone avoue qu'elle ne le fait pour personne. Elle le fait pour elle-même, pour personne, pour moi. Et finalement, elle va lui demander de faire ce qu'il a à faire, c'est-à-dire de la tuer. D'accord. Elle est prête à mourir, elle est déterminée à mourir pour son devoir fraternel. Et refuse d'être sauvée, elle est déterminée et demande à mourir. Faites ce que vous avez à faire. Donc encore une fois, Créon échoue, même à la convaincre en détruisant son idéal religieux. Maintenant, Créon va recourir aux menaces. Il va lui proposer de la torturer. Et si je te fais torturer, c'est-à-dire de te faire souffrir, pourquoi? Pour que je pleure, pour que je demande de grâce, pour que je jure tout ce qu'on voudra et que je recommence après, quand je n'aurai plus mal. Donc là, Antigone ne réagit pas à cette proposition de torture et elle montre sa force et sa résistance. Là, Créon va passer directement à l'action. Et on voit dans ses didascalies, il lui serre le bras, il serre plus fort, Antigone qui pousse un petit cri. Créon est en train de rire, il croit qu'il a gagné, mais finalement, Antigone dit, vous serrez trop maintenant. Cela ne me fait même plus mal. Je n'ai plus de bras. Donc Antigone ne réagit pas à la violence. Elle exprime ainsi sa force, sa résistance. La torture ne l'arrêterait pas. Donc c'est une jeune fille révoltée, obstinée, entêtée, qui ne réagit pas du tout devant n'importe quelle stratégie de Créon, que ce soit pour détruire ses idéaux ou même pour la torturer. On voit qu'elle est une personne très déterminée. Alors j'arrive à la fin de ma vidéo pour aujourd'hui. Donc merci beaucoup pour votre attention et n'oubliez surtout pas de vous abonner et activer la cloche pour recevoir la notification des autres parties de cette analyse parce qu'il ne s'agit que de la première partie pour que ce ne soit pas quand même trop long pour vous. Alors je vous dis au revoir et à très très bientôt mes amis.